Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte des nouveautés du langage Dart dans sa version 3. Alors si vous regardez cette vidéo avant le jeudi 10 mai, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous car c'est confirmé, il y aura bien Dart 3 qui sera disponible dans la prochaine version de Flutter. Et si vous regardez la vidéo après le 10 mai, eh bien vous le savez déjà. Dans l'idée, je vous avais déjà fait une vidéo sur les nouveautés de Dart 3 en janvier lors de la mise à dispo de la preview, mais je voudrais vous montrer quelque chose de plus complet aujourd'hui, d'autant que depuis la vidéo, il y a eu pas mal de petites nouveautés en plus. Alors si vous regardez la vidéo avant la Google I.O., il vous suffit d'utiliser les versions bêta de Flutter et de Dart, sinon ce sera bien sûr dans la version stable. Dans l'idée, on va voir ensemble les ajouts sur le langage, avec les records et les patterns, puis on s'attardera pas mal sur les switches et les if, et pour terminer par les classes et l'arrivée des sealed classes. Mais avant que je vous montre tout ça, le passage en version 3 s'explique en grande partie par le fait que désormais tout le langage est désormais null safety. Alors pour rappel, la fonctionnalité elle était arrivée sur Dart 2.12, mais jusqu'à présent on avait une sorte de mode de compatibilité qui permettait de faire en sorte de cohabiter du code null safety avec du code ancien, on va dire, entre guillemets. Alors sur Dart 3, il vous faudra donc obligatoirement oublier les dépendances qui ne sont plus à jour, et l'avantage c'est que ça permettra de réduire assez grandement la taille des binaires. Alors voilà pour le breaking change, et maintenant place à du code à du vrai avec les nouveautés du langage. Pour commencer, on va s'intéresser aux records et aux patterns, et dans un premier temps, si vous voyez ici, j'ai une méthode toute simple qui renvoie une seule valeur. Et potentiellement, si on a envie d'en renvoyer plusieurs jusqu'à présent, on est obligé de créer une nouvelle classe qui elle-même peut contenir plusieurs valeurs. Et bien l'idée ici, c'est qu'on va pouvoir en retourner plusieurs, simplement il faut rajouter des petites parenthèses, et là vous voyez ici, désormais je dis que je renvoie une première valeur et une seconde, et pareil ici, il va falloir que j'indique donc que je renvoie une première valeur et une seconde. Donc là forcément en haut ça ne fonctionne plus parce qu'il faut que je dise à la place donc que j'ai deux valeurs. Si on regarde qu'est-ce qui est retourné, et bien vous voyez bien que j'ai un 1 et un 2. Et là-dessus, si par exemple j'ai envie de dire donne-moi quelle est la première valeur, on va donc dire $1, sachant que le dollar il commence bien à l'indice 1 et pas à l'indice 0 comme dans les tableaux. Et là si on regarde, et bien que j'essaie d'exécuter, vous voyez que c'est bien la première valeur qui est renvoyée. Mais si toutefois j'ai envie de renommer ces valeurs, c'est tout à fait possible. Pour ça, il faut que j'enlève ici value, et sur chaque élément, je vais l'appeler par exemple value 1 et ici value 2. Et donc désormais, si je lance ça en rajoutant bien le mot-clé var au début, et bien vous allez voir que, hop, quand j'appelle val1, et bien tout simplement, ça va donc bien me renvoyer la première valeur. Donc ça déjà, ça va nous permettre, donc comme je vous l'ai indiqué, de renvoyer plusieurs valeurs pour une même méthode, et donc ça va être pratique. Et maintenant, si on continue, on va s'intéresser à des listes où il y a cette fois-ci 3 éléments, et là tout simplement dans le print, je dis renvoie-moi ce qui est à la deuxième position. Et maintenant, si on rajoute nos fameux records et patterns, donc là vous voyez ici que donc chaque élément, je les appelle A, B et C, donc vous voyez, j'ai bien une variable, et ici qui pointe vers liste. Donc là, si toutefois je fais le print du A, vous allez voir que bien ça me renvoie la valeur numéro 1, alors que à l'indice 1, c'était ça. Donc là, ici, si je renvoie B à la place, ça va me renvoyer 2, etc., etc. Et donc là, vous voyez par exemple que le A et le C, ils ne me servent à rien, donc dans ce cas-là, je peux tout simplement les cacher et mettre rien du tout. Voilà, donc ici, ça va fonctionner sans aucun problème. Mais là, ce qui est très important, vous voyez qu'il y a 3 éléments dans ma liste, et ici, il faut forcément que je remette aussi 3 éléments. Par exemple, ici, si j'en avais mis que 2, parce que imaginons que voilà, je vais récupérer uniquement le deuxième, si j'essaye de faire ça, tout simplement, ça va cracher en me disant qu'il y a un problème de pattern. Et donc là, si vous regardez, on est sur un autre cas de figure avec une sorte de mélange entre plusieurs infos. Donc là, si je fais le print de la première valeur, vous voyez bien que c'est le ape. Ensuite, par contre, si j'appuie sur et que j'essaye de faire la numéro 2, et bien vous voyez que ça me renvoie 4, qui est en réalité la troisième. Pourquoi? Parce que vu qu'on a une map à la deuxième et à la dernière position, en réalité, il faut donner la clé. Donc ici, par exemple, si je donne la valeur qui est derrière le A, vous voyez bien que ça me renvoie la valeur qui est ici, bat. Donc là, quand on est dans ce type de records avec un mélange avec des valeurs nommées ou pas nommées, donc quand les valeurs elles ne sont pas nommées, il faut le faire avec le dollar, et sachant que ça va s'incrémenter uniquement entre valeurs non nommées. Et par contre, s'il y a des valeurs nommées, donc ici par exemple un peu l'équivalent d'une map, eh bien il faut donc donner la clé qui va avec. Et enfin, dernier cas de figure, vous voyez ici que j'ai une map qui contient donc des clés avec des valeurs, et ici, classiquement, je fais donc le print pour savoir quelle est la valeur, à savoir quel est le prénom. Et là, ici, si je mets un record, alors c'est un tout petit peu bizarre la manière de l'écrire, donc vous voyez ici, j'ai ma map ici, donc que je récupère là-dedans, et donc l'idée c'est que moi j'ai envie de récupérer la valeur derrière firstNameMap dans une variable que je vais appeler firstName. Donc là, vous voyez ici, je dis que j'ai donc une variable qui s'appelle firstNameMap, que je mets donc dans firstName, et là, si je fais le print, vous allez bien voir que ça va tout simplement bien m'afficher la bonne valeur. Donc c'est un peu bizarre parce que les éléments ils sont pas forcément dans l'ordre, mais ici en tout cas ça va fonctionner. Et pour récupérer la deuxième valeur, pour le coup c'est totalement optionnel, vous voyez ici que je dis que je récupère uniquement la première, et là-dessus il n'y a pas de problème.
On va délaisser un tout petit peu les records et patterns pour s'intéresser maintenant au switch, et donc là vous voyez, c'était en fait l'ancienne manière de faire, à savoir que donc on a un switch avec les keys, et à chaque fois on a des breaks jusqu'à terminer par un default. Donc là-dessus, il n'y a rien qui change, et aujourd'hui ça fonctionne toujours. Mais en réalité, on peut totalement rendre les breaks optionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, si toutefois j'enlevais le break, eh bien il faisait le print 0, et il aurait dû enchaîner sur le print 1. Et donc en fait, si j'essaye de faire ça, tout simplement, vous voyez que désormais, alors hop, j'ai pas enlevé le bon, mais là si on réessaye, normalement ici il aurait dû faire le 1 et passer dans le cas default. C'est désormais plus le cas. Donc là-dessus il va falloir faire très attention lorsque vous allez passer sur Dart 3, parce que ça peut potentiellement vous poser quelques petits problèmes. Et là maintenant j'ai encore un nouvel exemple autour des switches, et c'est au niveau des returns. Donc là auparavant on faisait des switches avec différents cases en disant je return telle valeur, je retourne etc. etc. Donc là si je fais un print, vous voyez que donc, dans le vieux switch que j'ai appelé, donc ça me retourne bien la valeur 1. Et en fait, on a une nouvelle possibilité un peu plus raccourcie pour écrire ça. Donc maintenant, on est un peu comme en Kotlin, par exemple, on peut faire un return switch. Donc là, j'écris return switch et la valeur, et ici, avec mes différents cas de figure. Donc on n'a plus besoin d'écrire le mot-clé case. Donc là, vous voyez, je l'ai enlevé. Et d'ailleurs, default, c'est maintenant le tiret bas à la place. Et je suis même plus obligé d'écrire return, parce que tout simplement, je mets la petite flèche, et ça va faire exactement la même chose. Et donc là, si j'essaye de le lancer, vous voyez que donc désormais, ça me renvoie bien la même chose qu'auparavant, c'est juste tout simplement un peu plus court. Et ici j'ai un cas à nouveau différent au niveau des switches, donc je vous l'explique assez rapidement. On a une classe abstraite animal avec une première implémentation et un premier attribut, et une deuxième implémentation avec donc deux attributs. Et là-dessus, si j'ai envie de faire un switch dessus, j'ai en gros envie de dire if variable est de type machin, et bien pour le faire avec un switch, il y a juste besoin d'écrire est-ce que c'est un pet animal, et un truc très important, mettez bien ici des parenthèses. Donc là ça veut dire est-ce que ma variable est de type animal, et donc dans ce cas-là, je dis par exemple affiche-moi l'honneur. Ensuite, dans l'exemple qui est juste en dessous, imaginons que je veuille afficher le nom de la mère, donc normalement je devrais écrire animal.mothername. Donc ici, si vous regardez bien, ici j'ai un alias, en fait, tout simplement je vais pouvoir récupérer le nom de la mère, mais plutôt que d'écrire animal.mothername, j'écris tout simplement label, et donc ça va fonctionner. En revanche, peut-être un autre exemple que vous avez envie de vous dire, c'est peut-être que j'ai envie de dire est-ce que c'est pet animal tout court et sans les parenthèses. Ben en fait, ce cas-là de figure, il ne va absolument pas fonctionner parce que ici, il ne faut pas que je dise que c'est un pet animal en donnant un certain nombre d'attributs, mais plutôt en fait si c'est pet animal le type de la variable. Donc en fait, si je passe dans ce cas très précis, vous allez voir en fait que c'est précisément dans ce cas-là qu'on se trouve. Donc là-dessus, il faut bien faire attention. Il faut toujours mettre, si on veut faire le is, c'est bien à tout le temps d'avoir des parenthèses. Et d'ailleurs, en fait, si vous n'avez pas envie de mettre ces parenthèses, et même comme en dessous, de ne pas mettre du tout le nombre de variables en les renommant, vous pouvez aussi écrire pet animal avec un tiret bas, et ça va faire la même chose. Allez, cette fois-ci, on passe encore à un autre exemple, et cette fois-ci, on a un string point d'interrogation, et en gros, j'ai envie de dire passe dans mon switch si la valeur est non nulle. Donc là, en gros, ce qui était écrit ici, c'est si toutefois ma valeur est non nulle, alors c'est un peu écrit bizarrement, donc là, vous voyez, j'ai un S point d'interrogation, et donc là, en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand je passe dans ce cas, je suis sûr que la valeur est non nulle. Et vous voyez, du coup, je suis plus obligé de faire S point d'interrogation point quelque chose. En revanche, si c'était ce qu'il y avait écrit juste en dessous, là je dis simplement prends ma valeur d'une manière générale, et dans ce cas-là, vous voyez que je suis bien obligé de mettre le point d'interrogation parce que tout simplement, il ne sait pas que la valeur elle est non nulle. Et donc là, vous voyez que ma valeur est à nul, donc en gros, je suis pas dans ce cas-là et je passe bien là. Si par contre, je l'avais initialisé avec quelque chose et que je l'ai relancé, vous voyez que ça me dit bien que c'est non nul. Et enfin, dernier exemple autour des switches, et là en fait c'est le cas le plus compliqué en fait où je vous montre toutes les possibilités qu'il peut exister. Donc là si on regarde bien case pet animal, ça je vous l'ai expliqué, ça c'est tout simplement si on donne le type. Ensuite, vous pouvez aussi dire sur un pet animal en mettant des conditions. Alors ce when, en fait, ces conditions, on peut en mettre de partout. J'aurais pu même également en mettre ici. Donc en fait, c'est tout simplement que si vous aviez un if et que vous donniez une condition, donc là par exemple, je dis, si toutefois mon pet animal, son owner, il est égal à Toto, et donc ça passera dans ce cas-là uniquement. Donc là, si par exemple j'avais fait un pet animal qui ne contient pas un Toto à owner, il serait passé à justement au cas qui est juste en dessous, qui dit est-ce que c'est un animal en général, et donc ce serait bien le cas. Si je poursuis dans le cas qui est ici, ça veut dire si toutefois j'ai une liste, vu qu'il y a des crochets et qu'il y a deux éléments à l'intérieur, donc là si vous voyez, j'essaye de lancer mon code, vous voyez bien que ça va passer pile poil dans cet exemple-là. Si par contre je mets un seul élément, vous voyez qu'il ne va pas du tout passer dans cet élément-là, mais par contre plutôt dans celui-ci. Donc là en fait ça va pouvoir nous permettre d'une certaine manière de dire, tiens, tu es dans tel ou tel cas. Donc là-dessus, précisément, et en fait je me suis un tout petit peu trompé, ça en fait ça veut tout simplement dire si c'est une liste et que le premier élément s'appelle 1. Donc en gros c'est la liste vaut une longueur de 1 et le premier élément vaut 1. Par exemple ici c'était une liste qui vaut juste 2, dans ce cas-là ça n'aurait pas passé. Et là ici il y a un cas un tout petit peu plus complet,
En gros, je dis j'ai 3 éléments à l'intérieur, ça commence par un 0 et il y a 2 éléments après. Voilà, c'est ce que ça nous permet d'écrire. Et on peut ensuite même mettre des conditions après. Bon, là ici en l'occurrence, ma condition elle sert absolument à rien, mais c'est pour vraiment vous dire qu'en fait dans un switch, on peut vraiment mettre plein de conditions désormais. Après, on va poursuivre avec des records. Donc cette fois-ci, c'est un record qui contient 3 éléments. Donc en fait, il suffit de l'écrire exactement de cette manière-là. Donc ici, l'exemple que vous voyez, c'est un record dont la première valeur, c'est forcément name. Et ensuite, j'ai un deuxième élément à l'intérieur, mais je m'en fous. Donc là, il y a forcément 2 éléments dans le record, et ça commence par name. Et ici, enfin, le dernier cas qui existe, c'est toutefois si j'ai une map et qui contient une clé name1. Donc ça peut être une map qui contient name1 et par exemple un name2, ou alors un name1 tout court. Mais voilà, c'est bien pile poil dans ce cas où une map contient un élément. Donc voilà, au niveau des switches, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de nouveautés à ce sujet. Ensuite, de manière assez analogue, les if s'améliorent aussi, donc on a la possibilité de faire un return if de la même manière qu'on peut faire un return switch. Et aussi, la petite nouveauté, c'est que quand on a des if, en fait, pour la condition, on peut donner un case, et ce case, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, on peut par exemple dire, est-ce que c'est un animal, et que, par exemple, c'est l'honneur, il vaut tel truc. Donc là, ici, en fait, je vous ai écrit exactement la même chose sous la forme d'un if classique. Et voilà, ici, si on met bien le mot-clé case, ça va permettre en fait de donner la condition comme si c'était un switch. Et pour terminer, on va maintenant s'intéresser aux classes. Donc il y a plusieurs mots-clés qui sont disponibles. Donc auparavant, lorsqu'on avait le mot-clé class, ça nous permettait de l'étendre, mais aussi par exemple de l'implémenter. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va avoir un certain nombre de nouveaux mots-clés. Le premier, ça va être base class, qui veut tout simplement dire que c'est une classe qui peut être uniquement étendue. Donc là-dessus, si toutefois on le fait, vous voyez qu'il me met une petite erreur. Donc là, soit je dis qu'elle est finale, cette classe, alors j'y reviens dans un instant, soit il faut remettre base, et dans ce cas-là, j'ai bien le droit de l'étendre. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, on peut aussi mettre le mot-clé final, qui, comme son nom l'indique, veut dire bah, tu n'as pas le droit d'être implémenté, ni quoi que ce soit. Par contre, si on veut que ce soit uniquement implémenté, il faut utiliser le mot-clé interface. Là-dessus, je vous montre la doc, en fait, il y a un énorme tableau qui montre les différentes possibilités, aussi avec les mixins. Bon, il y a beaucoup trop de cas, et je préfère vous laisser regarder plutôt que d'essayer de tout vous les lister. Et là, si vous regardez bien, on a une énumération avec 3 états, et moi ce que j'aimerais, c'est que par exemple dans le succès, ça contienne une valeur. Donc la possibilité pour faire ça, c'est tout simplement de le faire comme j'ai écrit ici. Donc tout simplement, je dis que mon énumération, elle peut contenir une valeur. Mais là-dessus, le problème qu'il y a, c'est que par exemple quand je suis en loading, bah forcément il faut que je mette la valeur à nul. Pareil quand je suis en erreur, parce que tout simplement, voilà, j'ai pas d'erreur. Eh bien, les seal classes, elles vont nous permettre justement d'avoir différentes classes en fonction des états. Donc désormais, je dis que j'ai une seal classes, et donc ça, en fait, c'est mon type de base d'une certaine manière. Et là-dessus, par exemple, je vais dire que j'ai un état loading qui donc étend ma seal class. Et là-dessus, par exemple, je vais dire j'ai un succès, et donc c'est uniquement dans ce succès que j'ai ma valeur, et donc ça va fonctionner. Alors là, pour l'erreur, j'aurais pu dire que j'ai une exception, et donc en fait, l'idée c'est de pouvoir en fait avoir plusieurs états, et selon les états, finalement, avoir différentes valeurs possibles, que ça contienne différents paramètres. Et donc ensuite, si je fais un switch, vous voyez bien que ici, par exemple, state.value, je vais y avoir accès uniquement quand je suis dans le succès. Par exemple, si j'essaye de le faire dans la valeur loading, bah, tout simplement, ça ne marchera pas. Et voilà ce qu'il fallait connaître niveau code, et maintenant, si on regarde dans le changelog, je vais bien sûr pas tout vous lister, mais je vais juste vous pointer quelques petits ajouts. Alors sur la classe des booléens, on a des méthodes parse et tryparse, et sur la classe datetime, on a un constructeur qui donne l'heure en UTC. Ensuite, sur les futurs, vous avez maintenant des tuples future record 2 jusqu'à record 9 avec une méthode wait. L'idée, c'est que vous mettez de 2 à 9 futurs et vous attendez qu'ils se terminent. Sur les collections, vous avez maintenant plein de méthodes supplémentaires comme non-nulls qui retournent la collection sans les nuls, first or null qui, comme son nom l'indique, renvoie le premier élément sinon un nul, et de la même manière, on a un last or nul. Il y a aussi un single or nul qui ne renvoie une information que si la collection elle ne contient qu'un seul élément. Il y a aussi une déclinaison en or nul pour les element at. Et enfin, en intéressant, il y a le indexed qui renvoie un couple avec la position des éléments et leur valeur. Mais il n'y en a pas que pour les collections, car il y a aussi 4 nouvelles règles lint qui font tout simplement suite aux ajouts du langage. Et enfin, fait intéressant, en faisant un Dart pubget ou alors un Flutter pubget, si c'est une bibliothèque qui contient un dossier example, eh bien les dépendances elles seront récupérées en même temps, c'est-à-dire dans le dossier principal et dans les examples, plus besoin de le faire en 2 fois. Et voilà donc tout ce qu'il fallait retenir de Dart 3, n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air si elle vous a plu, et moi je vous dis à bientôt.